Lyon demain, histoire lyonnaise. La mémoire du Shahaba, enfin honorée. Une fresque a été inaugurée. Elle rappelle désormais l'histoire de ce bidonville en contrebas du boulevard de Ceinture, l'actuel boulevard Laurent Bonnevet, à la Fessine. Le Shahaba a été, à Villeurbanne, le lieu de vie de 1950 à 1967 de 25 familles algériennes, toutes venues en France métropolitaine pour travailler et participer à la reconstruction du pays après la guerre. Pour le maire de Villeurbanne, il était normal de mettre en lumière cette histoire au parc de la Fessine. Cédric Van Stevendel. Villeurbanne est un territoire d'accueil qui a connu plein de vagues de migration. Villeurbanne est fait de toutes ces histoires et à un moment, même si ce sont des histoires parfois douloureuses, parfois conflictuelles, je crois que dans une ville, il faut être capable de faire mémoire de ce qui s'est passé et que c'est reconnaître finalement la place de chacune et de chacun dans la ville que de le faire. Alors, il y a une baraque, il y a une fresque, un cognacier qui reste là. Ce sont les seuls souvenirs qu'on a ici. C'est les seuls souvenirs et je trouve que c'est Azouz Begag qui l'a dit avec ces mots incroyables en disant mais quand vous courez ici, quand vous venez suer, quand vous venez faire des efforts, rappelez-vous des larmes et de la sueur des travailleurs qui ont été aussi versés ici. Et je trouve que c'est assez beau la manière de le formuler. Je crois qu'à Villeurbanne, cette question de la mémoire, elle ne veut pas non plus être une mémoire qui culpabilise. C'est juste une mémoire qui reconnaît parce que quand on reconnaît la mémoire de chacune et de chacun, en fait, on permet de construire le présent et le futur, tout simplement. Et ils ont apporté beaucoup aussi à la ville. Bien sûr, ils ont apporté beaucoup et pas simplement par leur passage, mais par leur engagement sur un certain nombre de projets, par la place qu'ils ont pris après dans les mouvements d'éducation populaire, dans les associations, dans l'activité économique. Et voilà, et Villeurbanne est fait de tout cela et c'est ça qu'on met en mémoire aujourd'hui. Le bidonville a été démantelé en 1968, les dernières maisonnettes détruites au début des années 2000, quand le parc de la Fessine a été officiellement créé. Restait sur place un cognacier, l'arbre qui produit les coings, planté par le père d'Azouz Begag, chercheur au CNRS, ancien ministre du gouvernement Villepin. Begag a grandi en effet dans ce bidonville, dont l'histoire est aujourd'hui connue à travers le monde entier, justement grâce à son roman, Le Gone du Shahaba. Azouz Begag, fier que cette histoire soit enfin inscrite sur la pierre, à l'endroit même où il a grandi. Nous l'avons rencontré lors de l'inauguration de la fresque du Shahaba. Oui, ça y est, on est rentré dans la ville, c'est-à-dire dans la ville politique. Voilà, je l'ai dit tout à l'heure, au même titre que le sergent Blandan, qui en 1848 a été tué en Algérie parce qu'il faisait la guerre coloniale pour envahir l'Algérie, et dont on trouve des rues et des écoles, et place Satonnet un buste magistral. Eh bien, pourquoi pas le Gone du Shahaba, qui lui aussi a fait la guerre de l'exil et la guerre de la reconstruction en France. Tous ces migrants d'Afrique du Nord, mais aussi de tout le bassin méditerranéen, qui méritaient un hommage comme celui-là, une fresque, et puis peut-être demain une place un peu plus significative ici au milieu du parc de la Fessine, parce que je trouve pas ça insultant que de faire du jogging le samedi matin et dimanche matin, tout en parcourant une histoire et en pouvant lire ici et là, à droite et à gauche, des fragments d'histoire que portent ces lieux et qu'il faut reconstituer. Cédric, le maire de Villeurbanne, l'a fait avec toute une équipe de gens qui sont très conscientisés sur la question de la mémoire. Vraiment, je trouve que ça devait arriver de toute façon. J'avais fait la demande il y a 30 ans à Jean-Paul Brett pour lui dire qu'il faudrait quelque chose. Il n'avait pas encore compris que la mémoire allait devenir un enjeu sociétal et politique important plus tard. C'était quoi le quotidien ici dans les années 60, dans ce Shahaba, dans ce bidonville? Nous, on n'avait pas attendu Grégory Doucet et les Verts pour rendre un hommage à la nature et à l'environnement. On vivait en plein environnement, en pleine nature, en pleine forêt. Nous avions à côté la rivière, le Yangtze-Kiang, qu'on appelle le Rhône maintenant, mais c'est le Yangtze-Kiang, sur laquelle on allait faire des jeux de barque, on allait nager, on allait pêcher. Et puis de l'autre côté, on avait le boulevard Laurent Bonnevet qui, quand on le voulait, nous permettait sur des vélos aller faire des fugues jusqu'au champ de luzerne de Vaux-en-Velin, qui naguère n'était qu'un champ de luzerne dans les années 60. Donc on était en plein environnement naturel et on est né vert, on est né écolo. On savait reconnaître les cris des oiseaux, les mésanges, les chardonnerets, les pinsons, les merles. On savait attraper les vipères par la tête pour pouvoir les vendre aux pharmaciens débuteurs qui les rachetaient. Parce que, disait-on, il en extrayait le venin pour faire des vaccins, des choses comme ça. Et puis le matin à 8h, on partait tous à l'école Léo Lagrange. Généralement, on revenait à 11h30 parce que nos parents ne pouvaient pas payer la cantine. Et à 14h, on se retrouvait là-bas à nouveau en traversant le pont Croix-Luiset. C'était ça notre quotidien. Et on n'allait pas à la bibliothèque municipale pour lire Chateaubriand
Maupassant ou Hemingway, mais on lisait au marché aux puces du Tonkin, tous les samedis et les dimanches matins, des illustrés Blake-le-Roc, Zambla, Hakim, qui nous permettaient aussi de voyager quand on en finissait la lecture. Voilà cet environnement de miséreux, de gens d'une misère invraisemblable. Sans eau, sans électricité, sans chauffage, sans toilette, on réussit quand même à élever plus ou moins leurs enfants. Certains sont allés en prison, certains sont morts, mais d'autres sont devenus ministres de la République française. C'est tout à leur honneur. Avec cette volonté toujours de s'en sortir, toujours cette résilience, on appelle ça la résilience aujourd'hui? Oui, un gamin un jour m'a dit « Monsieur, à quoi ça sert d'avoir de la mémoire quand on n'a pas d'avenir ?» Il habitait dans une cité. Mais je lui dis « Attention, c'est justement avec la mémoire qu'on construit un avenir. Parce que quand tu n'as pas de mémoire, ça veut dire que tu as atteint de la maladie kabyle, Alzheimer. Et quand on a la maladie Alzheimer et qu'on ne se souvient plus de rien, même pas le nom de ses enfants et de sa propre histoire, alors là, on est foutu pour la société. Je lui dis, si tu ne sais pas ce que c'est que l'importance de la mémoire, essaye l'amnésie et tu reviendras me voir pour me dire quelle est la plus porteuse, la mémoire ou l'amnésie. On parlait de livres tout à l'heure, alors il y en a un qui se lit aujourd'hui aux quatre coins du monde et qui est traduit, paraît-il, aussi en japonais, c'est le Gon du Shaba. Qu'est-ce qui vous a donné envie au départ d'écrire ce livre avant qu'on ne sache que ça allait être une superbe réussite? C'est incroyable parce que quand je suis sorti de ce bidonville-là, je savais déjà que c'était plus ou moins le chemin de l'école qui allait me mener à l'ascenseur social. J'adorais l'école. À 6 ans, je connaissais la règle de l'accord des compléments d'objets directs et les chefs-lieux de département français. Pour un petit Algérien du Charaba, c'était incroyable. Eh bien, à partir de là, tous les profs m'ont tendu la main, m'ont aidé, me faire comprendre combien c'était important de savoir le plus vite possible lire et écrire. Et voilà, puis finalement, quand on aime apprendre, quand on déteste l'ignorance, mais qu'on veut exceller dans la langue française et dans la poésie française, de Rimbaud à Émile Verhaeren, à Paul Fort, à Paul Verlaine, eh bien, on ne le regrette jamais. Et un jour ou l'autre, grâce à la langue française, on arrive à trouver l'entrée de l'ascenseur social et à devenir quelqu'un dans cette société. Et comme aujourd'hui, le 21 mai 2022, à être reconnu officiellement sur la place publique, le jour même où Macron nomme au ministère de la Culture une Libanaise avec Rima Abdul Kalak et au ministère de l'Éducation nationale un Français d'origine sénégalaise, Pape Ndiaye. Bon, tout ça, c'est des clins d'œil de l'histoire qui nous m'ont dit c'est vous qui avez gagné. La France de la diversité, la France qui tire son prestige de tous ces peuples qu'elle a attirés en son sein. Mais au-delà des clins d'œil, vous avez l'impression qu'aujourd'hui l'ascenseur social, il fonctionne vraiment en France ou il reste encore bloqué un peu entre deux étages parfois? Non, vous savez très bien que c'est difficile. Par exemple, aujourd'hui en politique, il y a plus d'énarques, il y a plus de gens qui sortent de Polytechnique que de gens qui sortent des bidonvilles ou des cités. Vous voyez, même Pape Ndiaye, c'est quand même le frère de Marie Ndiaye, l'autrice prix Goncourt, c'est des familles importantes. Je pense que la famille de Rima Abdul Kalak aussi. Mais franchement, des citoyens qui deviennent ministres, qui viennent des vrais bidonvilles pourris, comme celui qu'il y avait derrière nous, il n'y en a pas beaucoup. Il valait mieux passer par l'ENA, par Sciences Po et par Polytechnique pour entrer dans un gouvernement plutôt que de passer par un bidonville. C'est pas la meilleure voie, la voie la plus rapide pour acquérir une carrière politique. Azouz Begag, à l'occasion de l'année 2022, capitale française de la culture, le RISE, qui met en avant la mémoire d'Villeurbanne, a décidé d'organiser 22 balades urbaines. Les prochaines concerneront les Buères, le Tonkin ou encore le quartier pour le moins emblématique des Gratte-Ciel.